Ce que, dans un sens, il s'agit d'une théorie très paradoxale, déconcertante à l'extrême et confuse dans le concept. Dans un autre sens, nous n'avons pas l'opportunité de la renier ou de la laisser de côté, parce que c'est le meilleur instrument que nous ayons jamais eu pour prévoir les comportements de systèmes physiques. L'univers est très étrange. On dirait qu'il y a deux ensembles de lois qui le gouvernent. Dans notre monde classique, quotidien, sur les grandes lignes, je parle de notre échelle de temps et de taille, les choses sont décrites au travers des lois du mouvement de Newton, établies il y a des centaines et des centaines d'années. Et elles fonctionnent à la perfection avec les boules de billard, les boules de canon et la gravité. Mais quand on descend à une échelle inférieure, quand on descend par exemple au niveau de l'atome, c'est un autre ensemble de lois qui dirige, les lois quantiques, la théorie quantique. La mécanique quantique. À ce niveau, les particules peuvent être dans beaucoup d'endroits en même temps. Elles peuvent se comporter comme des ondes étendues dans l'espace et le temps. Elles peuvent être connectées, même si elles sont loin l'une de l'autre. Elles peuvent être unies dans un état quantique, dans un état réglé par une fonction d'onde. La frontière, le pas de la porte, le rideau qui sépare le monde quantique du monde classique est très mystérieuse. Parfois, elle reçoit le nom de collapse de la fonction d'onde, parce que dans le monde quantique, tout est superposé. Il y a différentes possibilités et dans le monde classique, ces différentes possibilités se convertissent en une seule concrète et définie. Tout se trouve dans un endroit précis. En réalité, la mécanique quantique est la reproduction et la démonstration d'informations. La reproduction et l'exploitation de possibilités. Des ondes d'information, des ondes d'électropotentiel. Et le mot potentiel est important. Nous ne parlons pas d'électrons. Nous parlons de potentiel électron. Et après, il faut se poser la question suivante. Des ondes de quoi en réalité? Qu'est-ce que ce terrain? Pourquoi a-t-il des ondes? Est-ce la mer? Non. C'est une mer universelle. Une mer de pure potentialité. Une mer d'existence potentielle et abstraite. Que nous appelons le champ unifié. Ou le champ de la supercorde. Et nous sommes faits de ça. La connectivité de toutes les choses est un composant basique de la structure de la réalité. Il est très difficile de comprendre cela, mais Erwin Schrödinger, un des pionniers de la physique quantique, dit que l'entrelacement de l'idée de la connectivité n'est pas seulement une propriété de la mécanique quantique, sinon sa grande propriété. C'est la propriété de la mécanique quantique qui l'a convertie en quelque chose de si étrange. Et on pourrait penser qu'on ne peut pas l'emboîter dans notre monde quotidien, dans notre expérience ordinaire, mais en réalité, elle s'emboîte. Vous voulez bien me lancer le ballon? Ne vous mettez pas dans cet état. Nous allons jouer. Regardez, vous lui plaisez. On joue 1 contre 1. Ça fait longtemps que vous ne jouez pas. Allons, vous avez le ballon, vous pouvez lancer. Non, non, madame. Depuis là-bas, non. Vous êtes dehors. Vous devez être sur le terrain pour pouvoir jouer. Bienvenue au territoire du duc d'Original, des possibilités sans fin. En plus, si vous ne marquez pas, vous ne partez pas. Ça fait mal. Ça ne vous a pas touché? Non. Et il n'est pas solide. Ce ballon est presque vide. À l'école, on nous apprend que le monde est fait de choses, de matière, de masse, d'atomes. Les atomes forment des molécules. Les molécules forment des matériaux. Et tout est fait de cela. Mais en réalité, les atomes sont presque vides. Par exemple, si ce ballon était le noyau d'un atome, un proton dans un atome d'hydrogène, l'électron qui ferait des tours autour de lui et qui décrirait les limites externes de l'atome se trouverait dans cette montagne là-bas, à environ 30 km. Et ce qu'il y aurait entre ici et là-bas, ce serait le vide.
D'ailleurs, l'univers est presque vide. Mais quand on descend l'échelle vers le vide, à la fin, on arrive à un niveau, au niveau fondamental de la géométrie espace-temps, le dernier et délicat niveau de l'univers, où il y a de l'information et où il y a des états. Il reçoit le nom de l'échelle de Planck, et c'est la structure de l'univers. Et à ce niveau, il y a de l'information qui est présente depuis le Big Bang. Ainsi, presque tout l'univers et presque toute la matière sont en réalité vides. Presque tout le monde pense que dans le vide, il n'y a rien. Mais d'après l'autoconsistance interne, la consistance de la mécanique quantique et la théorie de la relativité, il doit y avoir un équivalent de 10 puissance 94 grammes d'énergie-masse en considérant chaque gramme de l'énergie identique à la masse par la vitesse de la lumière au carré. Et cela représente beaucoup. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Que si l'on pouvait supposer que l'univers est plat, chaque fois on découvre plus de chiffres astronomiques qui démontrent qu'il est plutôt plat. Si l'on pouvait supposer cela, nous prendrions ensuite du volume ou nous pourrions prendre le vide d'un seul atome d'hydrogène qui mesure environ 10 puissance moins 23 cm3. Si l'on prenait cette quantité de vide et que l'on extrayait l'énergie latente, on verrait qu'elle a 3 billions de plus d'énergie que toute la matière de toutes les étoiles et de toutes les planètes dans un rayon de 20 millions d'années-lumière. C'est beaucoup, énormément. Et si la conscience te permet de contrôler, même s'il ne s'agit que d'une infime fraction, il est alors facile de provoquer un Big Bang. Les organisations comme la NASA ou la British Aerospace essaient de profiter de cette incroyable mer d'énergie, tellement grande qu'elle est impossible à imaginer. Et ils pensent que si on peut l'exploiter, nous serons capables de voyager dans d'autres galaxies. Ils comprennent que dans l'espace vide, il y a une énergie incroyable. L'idée de base la plus importante apportée par la physique quantique, celle qui nous fait comprendre tout cela et penser au nouveau paradigme, le plus important, c'est qu'il y a une souche souterraine. Il doit y avoir un territoire de l'existence qui ne peut ni se voir ni se toucher, qui émerge à l'existence et donne lieu à notre façon de comprendre le monde. Les physiciens les plus rigoureux ont essayé de s'accrocher à la réalité physique pour comprendre de quoi elle est faite et voir les éléments impassibles de construction de la vie. Sur cette base, la vie, l'univers, nous échappe des mains et ils s'accrochent à une idée qui devient chaque fois plus abstraite. Chaque fois plus abstraite, jusqu'à ce que tu entres dans le terrain de l'abstrait pur, qui est défini comme le champ unifié. C'est une pure possibilité abstraite, un être abstrait pur. Pure conscience abstraite de soi-même, qui émerge en forme d'onde de vibration pour donner lieu aux particules, aux personnes, à tout ce que l'on voit dans cet univers énorme. Ce qui forme les choses ne sont pas des choses, mais ce qui forme les choses sont les idées, les concepts, l'information. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de contact. Un autre fait étrange est que les choses n'arrivent jamais à se toucher. Quand je tape dans ce ballon, ces atomes et ceux du sol n'entrent pas en contact. Alors personne ne touche rien. Allons, laissez vos affaires par terre. On vous les prendra pas. Je vous l'ai dit, c'est mon territoire, il n'y a pas de problème. Longtemps sans jouer? Je suis en retard. En physique, le premier sentiment que le temps n'était pas comme il en avait l'air est apparu lors de la découverte de la relativité. Ce fut le premier. On a eu l'intuition que le temps n'était pas absolu, qu'il n'était pas l'ultime souverain de l'univers. Que Dieu Tout-Puissant n'avait pas dit une seconde, une seconde, une seconde, une seconde, un mètre, un mètre, un mètre. Nous sommes tous dans un champ de gravité. En réalité, nos têtes bougent un tout petit peu plus vite que nos pieds. La deuxième loi de la thermodynamique affirme que les choses se déroulent et avancent. Et
cela donne une erreur de temps. Mais dans le monde quantique, dans le micro-monde, on dirait que la deuxième loi de la thermodynamique n'a aucune validité. Et les choses peuvent revenir en arrière et être éternelles. Les équations fondamentales de la physique ont une propriété à laquelle nous faisons référence en utilisant le terme d'inversion temporaire. Et la symétrie d'inversion temporaire signifie qu'un ensemble de lois reste symétrique si l'on change le signe du temps. Ce sont des lois qui ont les caractéristiques suivantes. N'importe quel processus qui se dresse selon ces lois, si elles sont inversées dans le temps, sera toujours régi par ces mêmes lois. Très bien. Cela devrait dire que le lait sort du café autant qu'il se dissout dedans, que les gens rajeunissent autant qu'ils vieillissent, que nous avons le même genre d'accès à la connaissance du futur que du passé. Que si l'on agit maintenant, on peut avoir une influence sur le passé autant que sur le futur. Eh bien, ce n'est pas le cas. Tout cela entre en conflit direct avec la façon de comment, psychologiquement, nous expérimentons le monde. Une des idées les plus difficiles à accepter encore, même si la physique quantique est dans ces mondes depuis déjà quelque temps, c'est la possibilité ou la notion que le futur peut avoir un effet de cause dans le présent. Nous croyons que le passé peut avoir un effet de cause dans le présent. Je tiens un ballon, je le lâche, il tombe. Cause, effet, quand il touche le sol. Mais le sol peut-il être la cause du fait que j'ai lâché la balle ? Seule l'expérience consciente nous donne l'impression d'avancer dans le temps. Dans la théorie quantique, nous pouvons revenir en arrière. Et il y a des indices comme quoi les processus du cerveau en relation avec la conscience se projettent à l'envers dans le temps. Vers la fin des années 70, un neurophysiologue de l'Université de Californie à San Francisco, appelé Ben Libet, a fait des expériences